Les apprenants ne veulent plus des formations en salle descendante où on s'ennuie à mourir. Ils veulent de l'immersion, ils veulent du digital, de l'image, de la vidéo parce que ça correspond aussi à notre rythme de vie. Bienvenue dans ce 4e podcast des Digital Learning Makers par My Serious Game. Bonjour Alban. Bonjour Clément. Aujourd'hui tu as rencontré Aurélie Pitomoro qui est Learning Designer chez My Serious Game et vous avez parlé de... Et on a parlé d'ingénierie pédagogique, on a vu ensemble comment faire pour que les apprenants restent engagés et que les formations soient immersives pour ces derniers. Et bah c'est parti, on écoute. Bonjour Aurélie. Bonjour Alban. Bienvenue sur le podcast des Digital Learning Makers. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais au sein de My Serious Game aujourd'hui, s'il te plaît ? Alors au sein de My Serious Game, moi je suis ingénieur pédagogique, learning designer. C'est-à-dire que je suis au début de la formation au niveau du storyboard. Comment t'en es arrivé jusqu'ici ? Qu'est-ce que tu as eu comme expérience professionnelle antérieure ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ? Là-bas, je suis prof de français. D'accord. C'est pour ça que la pédagogie n'a aucun secret pour moi, enfin au moins en présentiel, parce que nous on fait du digital learning, donc il faut adapter la pédagogie aussi à des supports digitaux. Et là, j'ai plus un public d'enfants ou d'adolescents, mais plutôt des adultes qui sont en entreprise, parce qu'on travaille, nous, pour les entreprises, les grands comptes. D'accord. Et quelle différence il peut y avoir entre donner des cours en classe et des cours derrière ordinateur ? Alors, je dirais que c'est complètement différent, parce que là, les apprenants, on les connaît pas. Nous, on est en lien avec un client, et l'ingénieur pédagogique, lui, est en lien avec des experts, qui nous apportent la matière théorique, que nous, on va restructurer grâce à des objectifs pédagogiques sur un support digital. Et selon le budget, le temps qu'on y a à y consacrer, on choisira une techno qui va servir aussi les objectifs pédagogiques. Et on va mettre tout ça dans une scénarisation, un storytelling pour immerger l'apprenant dans une histoire, pour ne pas perdre son attention. Mais après, c'est un petit peu aussi comme en classe où, pour pas perdre l'attention d'un élève, toutes les 20 minutes, on va faire une blague pour restimuler l'attention. Et nous, on utilise tous ces leviers pédagogiques pour garder l'attention des apprenants. À quelle étape on doit prendre en compte le design pédagogique ? À quel moment on va se dire tiens, il faut faire le storyboard ? Alors l'ingénieur pédagogique, il est vraiment au tout début du projet. Il forme un premier binôme avec le chef de projet. Au départ, on prend connaissance des documents, du projet. On va voir le client pour qu'il nous donne son brief, qu'on connaisse les objectifs pédagogiques, on récupère la matière. Et de là, on commence déjà un travail de recherche d'idées. On va appeler ça des synopsis, parce que nous, on scénarise les formations pour immerger l'apprenant. Donc on va proposer plusieurs idées. On va utiliser des méthodologies comme des brainstorming à 2, à 5, on fait des convergences, divergences. Donc on propose par le biais de synopsis des idées qui sont des plus simples, proches de la réalité, à des idées très disruptives par rapport au projet initial qu'on envoie au client. Et de là, une fois qu'on sait dans quelle histoire on va immerger l'apprenant, on va pouvoir commencer la phase de storyboarding. Mais c'est pas aussi simple que ça, c'est-à-dire que l'ingénieur pédagogique, il réfléchit à la matière, il la restructure pour la scénariser, mais il réfléchit aussi au gameplay, au support, comment on va traiter, est-ce qu'on va utiliser de la 2D, de la 3D. Ça va être en lien aussi avec le budget qui est accordé au projet, le temps qu'on y a à y consacrer. Donc nous, on doit prendre un petit peu tous les pôles aussi de la production en compte. Si c'est développé, si c'est du pur développement ou non, on va faire le storyboard de différentes façons. D'accord. Est-ce qu'il y a des choix personnels dans ton ingénierie que tu vas mettre dans ta formation ? Ou alors t'es souvent drivé par les besoins des clients ? Parce que je me rappelle, nous on fait du sur-mesure. Oui. Voilà, comment ça s'articule par rapport à leurs besoins ? Alors l'idée, c'est de bien comprendre le brief du client. Une fois qu'on a cette bonne compréhension, aussi en lien avec les experts à qui on peut poser des questions, là, nous, on va proposer des idées, on va chercher des idées qui nous plaisent, dont on sait qu'elles vont marcher. Et là, quand on arrive à emmener le client, on emmène aussi les apprenants. Et du coup, est-ce que ça représente une force de l'apprentissage en ligne, en fait, d'avoir une créativité qui est un peu sans limite par rapport à des cours classiques, comme on a pu se dire juste avant ? Je dirais que la créativité, elle est inhérente à nos métiers. Nous, on fait du sur-mesure. Donc, on s'adapte à chaque fois à un nouveau brief client, à une nouvelle matière. On peut parler de RGPD, on peut parler de médicaments, on peut parler de biomécanique du cheval. Nous ne sommes pas experts dans ces domaines qui sont des domaines professionnels, mais nous, on apporte notre expertise. On a parlé de formation en classe, donc en présentiel, on parle de formation en ligne.
Toi, tu penses en tant qu'ingénieur pédagogique de l'importance du blended learning, qui est un sujet qu'on entend beaucoup parler, c'est-à-dire cette formation hybride. On va aussi bien mettre du présentiel que du distanciel. Comment toi tu fais pour réfléchir à créer des formations où les deux vont s'imbriquer? Alors, je dirais que le blended learning, est-ce que c'est une continuité d'une formation présentielle? Est-ce que c'est de la formation digitale dans une salle? Je dirais que c'est un peu les deux. On va utiliser le digital pour l'interactivité, pour animer et créer aussi des équipes au sein d'une formation en présentiel. Le blended learning, il est hyper intéressant d'un point de vue justement cohésion des équipes. Les gens vont pouvoir travailler ensemble, immergés dans une histoire, une quête, une mission en présentiel, avec un retour formateur direct, où là on a les apports du présentiel, où on peut discuter ensemble entre apprenants, on peut poser des questions aux formateurs, et en même temps on apprend à se connaître, on travaille un peu comme chez nous, en mode projet, se détache aussi des personnalités, on apprend autre chose aussi, on apprend du savoir-être. On apprend des connaissances, on apprend du savoir-être. Donc je dirais que le blended learning, il est très intéressant, particulièrement pour, je trouve, de mon point de vue, de la cohésion d'équipe. D'accord. Est-ce que tu sens que du côté des apprenants, il y a des nouvelles demandes par rapport justement on veut plus de blended learning, on veut vivre des histoires plus impactantes, on veut avoir plus de formations sur mobile. Comment toi, justement, tu réagis par rapport à ces nouvelles demandes? Alors, ce qui est sûr, c'est que les apprenants ne veulent plus des formations en salle descendante où on s'ennuie à mourir. Donc aujourd'hui, ils veulent forcément que ça aille vite, ils veulent de l'immersion, ils veulent du digital, de l'image, de la vidéo, parce que ça correspond aussi à notre rythme de vie. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit que le mobile learning, il marche pas mal, parce que c'est un mode d'apprentissage rapide. Et aujourd'hui, on a besoin d'avoir l'information rapidement, il faut qu'elle soit visuelle, impactante. Donc je dirais que tout ça, c'est aussi lié à nos modes de vie qui sont changeants. On sait souvent ce que les apprenants ne veulent pas, mais ils changent vite d'avis. Qu'est-ce qu'ils voudront demain? Je pense que ça, c'est en lien avec la société et qu'il faudrait peut-être même être appuyé par un sociologue pour répondre à cette question. Comment tu t'organises justement pour déceler ces nouvelles tendances? Parce que j'imagine que quand le client te fait un brief, te demande, voilà, on a envie de former nos apprenants sur telle ou telle thématique, comment toi tu vas être sûre et certaine d'avoir la bonne réponse à cette problématique justement? Alors je dirais que ça passe beaucoup par déjà la compréhension du client, de son univers, de sa culture d'entreprise, regarder ses plaquettes, sa charte graphique. Et après, c'est à nous de proposer des tendances aussi actuelles, qui peuvent être dans le cinéma, graphique bien évidemment, tout ce qui se fait ailleurs. Forcément, après, nous, on va leur faire un packaging où on a de la pédagogie, des connaissances à apprendre, mais qui sont liées aussi à l'ère du temps. Donc c'est vrai qu'on peut imaginer, on l'a pas fait, mais on aurait pu très bien se dire à l'heure de Pokémon Go, faire plus de réalité augmentée, par exemple. On peut se dire, bah tiens, là on est sur un public cible assez jeune, qui peut être aussi assez accro à ce type de jeu. Pourquoi pas leur proposer au moins ça? Alors après, je dirais qu'il faut faire attention parce qu'il faut que la technologie, quelle qu'elle soit, il faut toujours qu'elle soit au service de la pédagogie. Nous, on l'a choisi vraiment en se disant on va pas faire de la VR pour faire de la VR, de la réalité virtuelle. Et on nous demande de plus en plus de réalité virtuelle. Et nous, notre rôle de conseil, c'est aussi de leur dire attention, c'est super, c'est technologique, ça fait waouh, mais attention, il faut que ça serve les intérêts pédagogiques. Autrement, c'est utiliser de la technologie pour utiliser de la technologie. Donc nous, le centre de notre métier, c'est quand même la pédagogie, faire apprendre des connaissances aux autres. Donc toi, aujourd'hui, c'est quand même de ta responsabilité de fixer les objectifs pédagogiques d'une formation. Toi, tu vas aller voir le client, lui dire, écoutez, par rapport à votre problématique, moi je pense que l'objectif, il faut qu'il soit meilleur, plus performant ici, meilleur ici, etc. Comment ça se passe? Alors les objectifs, normalement, doivent être fixés par le client. Et ça, c'est très important. Il faut vraiment que du côté du client, il y ait une équipe projet qui soit dédiée au projet global qu'on va faire ensemble. Nous, on a l'habitude de fonctionner avec un chef de projet et plusieurs personnes qui sont à plusieurs moments de la production du module. Il faut bien que le chef de projet côté client implique les experts qui vont participer au projet. Pour après qu'ils se mettent tous d'accord, qu'ils nous envoient une matière. C'est vrai que des fois, on se rend compte que les clients arrivent avec un projet mais qui n'est pas assez mûr. Mais ils ont envie, mais après, il y a des réflexions qui tiennent à eux. C'est qu'est-ce qu'ils veulent faire apprendre à leurs salariés, à leurs collaborateurs. Ça, c'est pas à nous de le fixer. D'accord. On peut les aider vers ce cheminement,
Mais nous, c'est plutôt, on va trouver les moyens pédagogiques, les bons leviers pour faire apprendre ces objectifs. Tu te places de l'autre côté de la barrière, du coup, pour être sûr que ça va vraiment être la bonne réponse à leur problème. Oui, après, c'est toute notre expertise, mais qui passe vraiment, c'est pas que de la pédagogie. L'ingénieur pédagogique, c'est vrai qu'on a tendance à le focaliser sur la pédagogie, mais aujourd'hui, le métier, il est beaucoup plus large que ça. Il faut avoir des notions de game design, de graphisme, de visuel, d'interaction, de technologie. Il faut avoir un minimum de connaissances sur comment l'équipe de développeurs va pouvoir développer le projet. Moi, je peux pas lui mettre des interactions complètement hallucinantes si il met 1 mois à développer le projet, juste pour une interaction. Donc ça nécessite de connaître des briques de chaque métier de la production. Toi, tu es ingénieur pédagogique, tu nous parlais de créativité tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu as des bonnes recettes à nous faire partager pour justement trouver des nouvelles formes, des nouvelles idées pour tes formations? Tout à fait. On croit souvent que la créativité, c'est pour certaines personnes qui sont hyper créatives, qui ont toujours plein d'idées, mais ça se travaille. Ça se travaille déjà, il faut être hyper curieux, s'intéresser aux autres, à tous les métiers, aller voir des expos, il faut être curieux. Et tout ça, ça nous nourrit sans qu'on s'en rende compte. Et au moment où on va chercher des idées, alors après, il y a un autre processus qui rentre en compte, c'est-à-dire que les créatifs, en règle générale, ont une facilité à ne pas faire de censure rationnelle, on va dire, au niveau du cerveau. Ils vont pouvoir sortir toutes les idées les plus farfelues, mais souvent, la bonne idée, l'idée novatrice, elle vient de 2 réalités complètement différentes. Et c'est quand on les assemble qu'on arrive à un truc waouh. Donc faut pas se brider. C'est pour ça que le brainstorming, il faut que ce soit quelque chose qui soit au départ très bienveillant, on n'a pas de censure. On rentre dans la salle, c'est créativité à tout va, on reprend notre regard d'enfant, et d'ailleurs ça c'est une technique très intéressante, quand on est en cours d'idées, de revoir les choses sous un autre regard. Se dire, bah tiens, un enfant, lui, il verrait ça comment? Quelle idée il aurait? Quelle idée aurait un couturier, par exemple, un grand couturier, célèbre ou pas, lui, il verrait ça comment? Ça peut être un angle d'approche assez intéressant pour trouver des idées. Et comme au sein de My Serious Game, il faut qu'on soit tout le temps hyper créatif, on a créé aussi un Creative Lab pour s'entraîner, s'exercer à être plus créatif, à muscler notre cerveau, pour arriver à faire rapidement des connexions et débrider un petit peu notre cerveau. Est-ce que justement, tu aurais un exemple d'exercice à nous donner? Par exemple, cette semaine, chacun dessinait un logo avec un feutre d'une couleur différente. Ils étaient par binôme, après ils échangeaient leur logo, et après de ce logo, de cette forme graphique, il fallait l'inclure dans un dessin plus large. Et le but du jeu, c'était aussi de tourner la feuille pour voir les choses sous un autre angle. En fait, c'est ça aussi l'exercice. Et du coup, cette virgule qui est mon Nike devient peut-être un sourcil d'un personnage. Voilà, en fait, c'est ce type d'exercice qui fait qu'on s'ouvre des portes dans le cerveau. Si concrètement, là, je te demandais de résumer l'ingénierie pédagogie en une phrase et son importance dans un parcours de formation, qu'est-ce que tu me répondrais? Je répondrais que je préférerais peut-être le terme de learning designer. Le design, c'est concevoir, à la base, c'est la conception même. Donc nous, on est à la conception même du projet, à la base du projet, où on réfléchit tout son ensemble. On est comme les fondations d'un immeuble. Et plus ça va, plus on va fignoler les choses jusqu'au graphisme. On va poser les derniers rideaux au niveau de l'immeuble, par exemple. La dernière question, Aurélie, on a l'habitude de la poser dans ce podcast. Pour toi, quelle serait la tendance dans la formation pour 2018-2019? Vraiment le gros sujet qui arrive et qu'il faudrait absolument maîtriser. Alors ce qui arrive fort, mais pas que forcément dans la formation, c'est l'intelligence artificielle. Forcément, c'est une mine d'or pour pouvoir aussi récupérer des données sur un apprenant, sa manière d'apprendre, dans quel contexte, sur quelle durée. Donc ça, c'est sûr que ça va être quelque chose qui va révolutionner la formation, mais pas que. Et pour moi, la formation, la pédagogie digitale, dans le digital, elle est aussi liée à l'ère du temps et ce qui se passe partout et dans les autres domaines. Merci Aurélie. Merci Alban. Et à bientôt pour un prochain podcast.